Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Les Camerounais en âge de voter iront aux urnes le 9 février 2020 à l'effet de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. Pouvoir comme opposition, tous électorales, taillés à la mesure du rassemblement démocratique du peuple camerounais. Unique pour beaucoup. Pour certains observateurs, la loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral ne garantit pas l'organisation d'élections libres et transparentes au Cameroun. Le sultan Ibrahim Bonbon Dioya, roi des Bamoun, dans son discours lors du grand dialogue national, proposait la révision du code électoral comme l'un des remèdes au principal problème du Cameroun qu'est l'alternance. Tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée, une fois de plus, par Cédric Noufelé. Et tout de suite après, ce sera... législative et municipale 2020 avec le même système électoral. Pour en parler ce soir, madame, monsieur, nous accueillons, comme mardi la semaine dernière, le professeur Edmond Bilois. Bonsoir, professeur. Bonsoir Serge, merci de m'avoir invité. Bienvenue à Douala. Hein? Merci, je suis à Douala. Qu'est-ce qui vous amène à Douala? Dans le cadre du Festival universitaire des arts et de la culture. Voilà. Alors, qui a commencé lundi, c'est-à-dire hier, et qui va s'achever vendredi soir. C'est pour ça que je suis à Douala. Donc on a cru que c'était pour... par rapport à ce qui s'est passé à Yaoundé il y a une semaine. Non. Rien à voir. Il n'y a aucun rapport entre ce qui s'est passé à Yaoundé. Parce que, les téléspectateurs sont très nombreux et ils n'ont rien compris. Vous pouvez leur dire ce qui s'est passé? La communication audiovisuelle du parti, me demandant si j'avais suivi le titre du journal de Cédric Noufelé. Je lui ai dit que je n'avais pas suivi le titre du journal de Cédric Noufelé. Il m'a donc dit de quitter le plateau. Et c'est ce que j'ai fait. Okay. Donc c'est quand je suis arrivé à la maison, j'ai suivi la rediffusion de l'émission, que j'ai compris que Cédric Noufelé avait parlé des parlementaires RDPC de l'extrême nord et des militants RDPC de l'extrême nord qui s'étaient plaints que le gouvernement n'avait pas respecté ses engagements. Si vous étiez resté en deuxième partie, le débrief, oui, une erreur de quitter le plateau, parce que quand j'ai quitté le plateau, vous êtes resté parler du RDPC en l'absence du RDPC. Donc la politique de la chaise vide est une très mauvaise idée. Okay. Pour ça, mon bilan, vous êtes sûr de rester jusqu'à la fin? Non, je vais rester jusqu'à la fin. Vous m'avez invité à Douala, ce n'est pas le parti qui m'a envoyé. J'ai beau être militant du RDPC et communicateur du RDPC, je jouis quand même de mes libertés. Donc je suis à Douala dans le cadre de l'UNIFAC, le forum universitaire pour les arts et la culture. Et vous m'avez invité. Bon, c'est le professeur Edmond Bilois qui a été invité. Ok, merci. Bonsoir, Maître Fidèle Djoubizi. Bonsoir, Serge Alain, et salut à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Voilà, bienvenue. C'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ça exact. Fait un bon bout, hein, vous a plus vu sur le plateau Equinox Soir. Oui, ça fait un bon bout parce que il y a des moments où j'ai connu période de problèmes de santé. Ouais. Il faut dire ça comme ça. Et après un petit accident au bureau, et ça m'a immobilisé un bon bout de temps. Et après, il y a les activités professionnelles qui n'ont pas permis que je réponde à vos multiples invitations. Voilà. Donc, je pense que pour le moment, pour ce soir, je me suis rendu disponible et je pense chaque fois quand je pourrai être disponible, je répondrai. Voilà. Bonsoir, docteur Luisan Isoba. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs d'Equinox TV. Permettez-moi, si vous en avez gré, de saluer respectueusement les autres panélistes, co-panélistes avec moi sur ce plateau. Nous aurons certainement les arguments pour étayer la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Voilà. En face de vous, président Cyril Sambaka. Bonsoir, président. Bonsoir Serge Alain. Toujours à la même position. Hein. Oui, je pense que... Chaque fois que le président est arrivé ici, il est toujours assis. Oui, bonsoir aux companélistes et surtout aux nombreux téléspectateurs qui nous écoutent tous les soirs. Voilà. Président, je commence avec vous. Le président a convoqué le corps électoral. Quelle est la position de l'UDC?
Ben, je dois vous dire, vous y allez pas? il faut expliquer. Il faut expliquer. Parce que, en réalité, sorti du dialogue, du grand dialogue, nous pensions que le président de la République allait tenir compte d'un certain nombre de demandes qui avaient été faites là-bas. Ben, je pense qu'il a choisi de passer en force. Il a choisi de passer en force. Vous savez, quand vous avez un parti qui a des élus, c'est très embarrassant de pouvoir dire que vous allez ou vous n'allez pas aux élections. C'est très très difficile de dire que vous n'y allez pas puisque votre parti politique, vous l'avez créé pour aller aux élections et glaner des sièges. Donc nous regrettons le fait que quelque chose n'ait pas été fait, surtout que depuis des années nous travaillons avec Elecam. Elecam est au service des partis politiques, ils viennent, on discute, ils reconnaissent les dysfonctionnements, ce qui ne va pas, et ils promettent d'en faire cas. Malheureusement, rien n'a été fait, et je pense que nous devons croiser les doigts, n'est-ce pas, parce qu'on connaît les mauvaises habitudes des élections au Cameroun. Nous devons faire surtout très très attention, parce que les élections, au-delà du code électoral, il y a aussi ce qui se passe le jour des élections qui est détestable. Donc on doit pouvoir se rassurer que les urnes vont dire ce que les citoyens ont dit. Ça, c'est le plus important et je pense que les élections auraient dû se passer avec, dans tout le Cameroun. Le fait que nous sommes sûrs que le sud-ouest et le nord-ouest ne vont pas participer à ces élections, ou alors on fera semblant, ça nous chagrine, ça nous désole, mais on ne peut pas laisser libre cours comme ça au parti au pouvoir, parce que lui, si on ne va pas aux élections, il prendra tout. Vous savez, son appétit gargantuesque, c'est pas aujourd'hui qu'il faut le démontrer. Donc, en réalité, il faut aller à ces élections, c'est le peuple qui décide. Je pense que s'il y a une masse critique des électeurs, quelque chose peut être fait, parce qu'en réalité, vous voyez, quand on fait le bilan de toutes ces années où le parti au pouvoir a occupé l'espace politique, on est triste de remarquer que la situation des Camerounais n'a pas évolué. Sinon, elle s'est dégradée. Donc, on est tenu, en tant que parti politique, d'y aller parce qu'on vise l'amélioration des conditions des Camerounais. Voilà. Maître Fidèle Djoubissi, à la suite de Cyril Sambaka, vous y allez aussi, également au MRC. Oui. Mais il faut dire qu'avant, vous avez dénoncé, hein, ça fait partie des récriminations tout le temps mises en avant par le MRC, le système électoral. Mais vous y allez quand même. Oui, Saint-Jalin, nous sommes prêts pour aller aux élections, malgré les récriminations que nous avons formulées depuis 2014, à la suite des élections législatives municipales de 2013, parce qu'à la fin de ces élections, nous avons relevé beaucoup de carences et beaucoup d'insuffisances et d'incohérences dans le code électoral. Et nous avons fait déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi par le biais de notre député à l'Assemblée, pour que le code soit amélioré, pour qu'il y ait des réformes, pour qu'on ait des élections justes et transparentes. Et à la suite de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, les Camerounais ont réalisé que ces insuffisances, ces dysfonctionnements et ces carences qu'il y a dans ce code ont encore généré des contestations post-électorales et même des violences post-électorales, et qu'aujourd'hui, nous pensons que l'élection du 7 octobre 2018, en ce qui concerne les résultats, n'ont pas reflété la volonté populaire, c'est-à-dire les résultats proclamés ne correspondent pas à ce que le peuple camerounais a voulu. Et tout simplement parce que dans le code, il y a beaucoup de dysfonctionnements, il y a des éléments qui rendent la transparence électorale impossible et qui font en ce que les acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont en charge
coordonner, d'organiser les élections, c'est-à-dire ELECAM, Conseil constitutionnel et l'administration, ont des possibilités de modifier les résultats. Et ça s'est vu en 2013 et ça s'est répété en 2018. Donc, maintenant, quand on convoque le corps électoral pour les élections législatives et municipales le 9 février 2020, nous avons un peu peur pour le Cameroun. C'est-à-dire, c'est un risque que nous prenons encore sans avoir apporté les modifications sollicitées par les Camerounais dans leur immense majorité. Parce que, voyez-vous, la société civile a fait le constat de ce que notre code actuel ne garantit pas des élections justes et transparentes. Les partis politiques l'ont fait. Et l'ECAM lui-même a fait le constat et a demandé et a proposé au gouvernement de procéder à la modification. Bon, lorsque le président de la République décide de convoquer le corps électoral sans tenir compte de ces revendications qui sont légitimes, ça veut dire qu'il ne se préoccupe pas des aspirations du peuple camerounais. Et c'est comme ça qu'il le fait dans plusieurs cas, à plusieurs occasions. Le président Cyril Sambaka vient de le relever qu'il s'attendait à ce que les propositions qui ont été formulées lors du grand dialogue national soient prises en compte. Quelques-unes avant même qu'on aille aux élections. Et nous avons même revendiqué que pour aller aux élections, éviter que notre pays soit divisé, qu'il y ait la partition, qu'on essaye d'abord de pacifier le nord-ouest et le sud-ouest avant de s'engager aux élections. Donc, lorsque on va à ces élections dans ces conditions, il y a des inquiétudes sérieuses à ce que, après ces élections, les contestations se multiplient et qu'on aboutisse à des violences post-électorales, ce qui n'est pas bien pour notre pays. Pays qui est très attaché à la paix, parce qu'il faut le reconnaître, le peuple camerounais est très attaché à la paix. Il a été plusieurs fois provoqué et est resté toujours calme, mais il faut toujours faire attention à un peuple qui supporte. Et il faut comprendre qu'à un moment donné, ça peut imploser. Ok. Professeur Edmond Biloin, comment expliquez-vous cette attitude du pouvoir et même du RDPC d'être aussi réfractaire à la révision du code électoral? Je vous ai pris le cas du sultan Ibrahim Bombon-Dioya, qui est membre du bureau politique du RDPC, lorsqu'il le fait. Oui. Alors, l'interprétation que je fais de cet état de choses, c'est que le président de la République, en ce qui concerne par exemple les conseillers municipaux, n'avait plus beaucoup de temps. Il aurait pu encore attendre peut-être un mois, maximum 2, mais il était dans l'obligation à un certain moment de convoquer le corps électoral pour les conseillers municipaux. Il y avait une date butoir. Oui. Et donc, il n'avait manifestement pas le temps de régler tous les problèmes qui sont soulevés là. C'est ce que je pense. C'est comme ça que j'interprète cette affaire. Parce que il y a le problème, la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Il avait donc le choix, soit de ne pas organiser les élections, auquel cas il aurait été attaqué. On lui aurait dit que bon, il n'organise pas les élections parce que bon, dans tous les cas, la plupart des collectivités territoriales décentralisées, la plupart des mairies sont entre les mains du RDPC. Et c'est pour ça que j'imagine que c'est pour ça qu'il a décidé de convoquer le corps électoral. L'autre raison que j'imagine aussi, c'est que s'il ne convoque pas le corps électoral, il joue dans le jeu de ceux qui ne voulaient pas qu'il convoque le corps électoral en prenant les armes contre la République, en proclamant la sécession. Ils feraient dans leur jeu, bloquant ainsi, de cette manière-là, ils bloqueraient dans la marche de la République. Alors, je pense que le président de la République a fait le pari de faire marcher la République malgré les troubles au nord-ouest et au sud-ouest. De faire organiser les élections législatives et municipales malgré les problèmes qui y sont attestés. J'imagine que
des mesures extraordinaires seront prises pour que l'élection se passe dans de bonnes conditions. On peut déplacer les populations pour qu'elles puissent voter à un endroit fixe, lequel endroit fixe pourrait être sécurisé, etc. etc. Bon, ce ne sont que des supputations parce que le gouvernement n'a pas encore communiqué sur cet état de choses. Il est possible qu'il prenne la peine de communiquer sur cet état de choses. Mais le choix cornélien du président de la République, c'était organiser les élections ou ne pas organiser les élections. Que fallait-il faire? Il a choisi d'organiser les élections malgré les problèmes auxquels le Cameroun est confronté. Et je pense que la plupart des Camerounais sont contents que les élections soient organisées en dépit des problèmes objectifs que les uns et les autres soulèvent. Ok. Dr Louison Isomba, le président pour les municipales, il n'y avait plus moyen de proroger, tandis que pour les législatives, il pouvait encore. Ce que je dois dire d'entrée de jeu, c'est simplement que le président de la République s'est inscrit dans la légalité. Oui. C'est-à-dire qu'il est convenu et contenu dans notre loi fondamentale que le corps électoral puisse être convoqué 40 jours avant la tenue effective des élections. Je crois qu'il s'est inscrit dans la légalité. Deuxième point qu'on peut également évoquer, c'est que la nature de l'acte qui est pris est un acte de convocation du corps électoral. Donc ça rentre dans la catégorie des actes inattaquables. C'est-à-dire que ce sont des actes de gouvernement, si on peut le dire ainsi, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une attaque devant le juge administratif. Autre chose, monsieur Serge Tour, dans un État, il faut noter que l'élection occupe une place essentielle et joue 3 missions qui me semblent fondamentales. D'abord, la pacification des rapports entre le peuple et les dirigeants, ou les populations et les dirigeants. Deuxième point, la légitimation du choix des dirigeants, c'est-à-dire qu'à travers l'élection, on choisit les dirigeants. Et l'élection a ceci, encore de spécifique, que l'élection permet de jouer un rôle sanction si les dirigeants qui étaient auparavant en place n'ont pas pu justement subvenir aux besoins ou aux aspirations des populations. Alors, à partir de là, on se rend compte que l'élection donc est structurée et se démarque comme une essence fondamentale de la démocratie. Et qui dit élection repose sur 3 choses, c'est-à-dire que pour qu'une élection soit se déroule dans les bonnes conditions et qu'on n'aboutisse pas aux heures et malheurs post-électoraux. Alors qu'est-ce qui se passe? L'élection a ceci que lorsqu'elle est tenue, il faudrait qu'elle se tienne dans la justesse, la transparence, la sincérité. Et pour que cela soit bien fait, il faudrait que ça s'adosse sur un instrument, un dispositif, j'allais dire un dispositif institutionnel et normatif moderne. C'est-à-dire que le code électoral qui encadre les processus électoraux soit justement l'expression de la volonté consensuelle de tous les acteurs politiques. Et ça fait de sorte qu'à partir de là, il serait bien difficile à l'issue d'un vote, justement, de contester parce que on sait que tous les protagonistes ont donné leur volonté. Maintenant, on se rend bien compte que quand on regarde l'acte du président de la République, que je venais d'indiquer tout à l'heure, qui s'inscrit dans le strict respect de la légalité, on se rend également compte que le président de la République était tenu justement d'organiser et de programmer, de convoquer le corps électoral, tout simplement parce que s'il décidait de ne pas le faire, on allait encore le traité d'antidémocratique, surtout qu'il avait déjà procédé à la prorogation des mandats des conseillers municipaux et bien d'autres, et même des députés. Vous voyez donc que ça devenait lourd d'aller de prorogation en prorogation. Mais docteur Louison Isomba, l'argument que beaucoup avancent, c'est le contexte. Est-ce qu'il faut organiser pour organiser? Le code électoral règle cela, je crois en son article 3, qui dit que d'abord que la circonscription électorale, c'est le département. Oui. Et indique plus tard que le président de la République peut procéder à un découpage. Et justement, dans le cas de l'espèce du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, si les conditions ne sont pas réunies pour un vote, le président peut donc prendre... Le président de la République de n'avoir pas procédé aux réformes, parce que le président de la République a eu tout le temps. Vous venez même de relever qu'il y a eu plusieurs prorogations. La première prorogation, c'était 12 mois.
Parce qu'il a évité d'organiser des élections générales en 2018, parce qu'on aurait pu tenir des élections régionales en 2018, présidentielles, législatives. Il a parlé chevauchement avec la présidentielle. Non, il n'y avait pas on pouvait tenir. C'était possible de tenir les 3 élections à la fois. Il a fait une prorogation de 12 mois, tant pour les députés et aussi que pour les conseillers municipaux. Bon, et entre-temps, entre 12 mois, il y a eu au moins 2 sessions parlementaires. Il y a eu la session du mois de mars, il y a eu la session de juin. Et après, il a fait une prorogation de 4 mois pour les conseillers municipaux et je pense de 2 mois pour les députés à l'Assemblée nationale. Donc, avant que ces prorogations ne viennent, c'est-à-dire la dernière de 4 mois, on aurait dû faire des réformes réclamées. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, Elekam lui-même a réclamé, puisque nous tenons régulièrement des réunions de concertation avec Elekam. Oui. Et le président Sambakala a bien relevé tout à l'heure que au cours de ces réunions, nous avons relevé des manquements qu'il y a dans ce code et que Elekam lui-même a reconnu et nous a informé de ce que des suggestions ont été adressées à l'autorité compétente, c'est-à-dire à M. le Président de la République, pour que les réformes soient engagées. Donc, tout cela, on n'a pas respecté. Et on ne peut pas maintenant se fonder, évoquer la légalité, comme dit Dr Luison, pour excuser le Président de la République. Non. Il aurait dû faire avant que la dernière échéance de prorogation n'arrive. Et il pouvait également aussi, lorsque Luison parle de découpage, pour faire à ce que l'élection puisse peut-être se tenir dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Le découpage, le code électoral dit que le décret, le président de la République doit le prendre 3 mois avant. Donc maintenant, il ne peut plus. C'est fini là. Donc on va faire avec les découpages qui est là. Et c'est ça qui va paraître presque impossible. Donc, le président de la République n'a pas la volonté de procéder aux réformes. Il s'entête, il n'écoute pas les Camerounais, il est dictateur, il faut le noter. Je pense que il y a un peu d'élégance qu'il faut mettre dans un certain nombre de choses. Le Cameroun est en crise. Le Cameroun n'est pas seulement en crise dans le nozo, au niveau de la classe politique. Il n'y a pas un consensus qui s'est dégagé. Et je dois vous dire qu'il y a au moins 5 ans qu'il y a un code alternatif que les partis politiques de l'opposition ont fait avec la société civile. Il y a un code alternatif parce que les dysfonctionnements, de dysfonctionnement en dysfonctionnement, on s'est dit les élections ne doivent pas être faites dans des situations où ça peut dégénérer. Donc, il vaut mieux que cela se fasse. Mais je pense que la solution que le gouvernement a trouvée et nos dirigeants ont trouvée, c'est de militariser. Parce que quand un électeur va dans son centre de vote, il y a toujours la police, il y a la gendarmerie. Et moi, je peux vous dire, pour avoir participé à plusieurs élections ici, il y a l'autorité administrative. Vous savez, avant, on intimidait les gens, on leur disait, vous sortez des centres de vote. Après, les gens venaient avec leur code électoral pour dire que quand vous avez voté, vous avez le droit d'assister au dépouillement. Voilà, justement. Les choses ont changé. Vous comprenez donc que chaque jour, il y a quelque chose, l'émancipation des citoyens qui vont voter s'affirme chaque jour davantage. Donc ne vous étonnez pas que des gens revendiquent leurs droits. Ne vous étonnez pas que les achats de conscience que nous voyons tous les jours pendant les élections, qu'on mette un terme à cela. Et pour mettre un terme à cela, ça peut dégénérer. Vous comprenez? Le bourrage des urnes, parce que nous savons tous comment cela se passe, mais nous ne sommes plus là pour accepter que nous dépensions de l'argent, nous nous battons tous les jours pour qu'à la dernière minute, qu'un parti, parce qu'il est au pouvoir, vienne nous faire ce que nous voyons. Vous voyez, ce temps est passé. Parce que personne ne peut plus accepter cela. Personne ne va plus accepter cela.
C'est pour cette raison que le consensus existe. Vous pensez que dans des démocraties, quand nous sommes dans des situations comme celle-là, le chef de l'État appelle l'opposition pour une concertation? Parce que ce sont les acteurs, c'est ce que la Constitution dit, que les partis politiques concourent. Et à ce moment-là, en dehors même le parti au pouvoir, c'est très bien. Beaucoup savent que ce n'est pas bien ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je dis que c'est un passage en force. Mais ce passage en force peut entraîner des choses regrettables. Parce que moi, je vais aux élections tout le temps. Vous croyez que je n'ai pas envie d'être député? Vous croyez que je n'ai pas envie d'être élu? Mais quand je vois ce qui se passe, on accepte une fois, on accepte deux fois, on n'acceptera pas trois fois. Il faut que ce soit transparent. Il faut que ceux qui sont au pouvoir sachent que ce sont des élections de proximité. Ce ne sont pas des élections présidentielles. Parce que les élections de proximité sont encore plus coriaces que les élections présidentielles. Moi, je vous le dis. Ça, c'est clair, parce que je vais défendre mes droits. Les autres vont défendre leurs droits. Il faut que ce soit transparent. C'est la raison principale pour laquelle nous disons c'est un risque. Mais c'est un risque que nous allons courir. Parce que la légalité, n'est-ce pas, a pris le pas, n'est-ce pas, sur les problèmes qu'on pouvait résoudre de manière consensuelle, et on avait largement de temps. Je dis ça fait plus de 5 ans. La dernière élection nous a amenés à travailler et à voir les dysfonctionnements. Il y en a plein. D'ailleurs, si nous voulons attaquer ces élections doivent être annulées parce qu'on nous fait faire des choses que la loi ne prévoit pas. Mais on nous dit, la loi a dit que voilà le délai. Mais en dehors de cela, quand vous prenez ce code électoral et que vous le visitez, il y a des choses qui ne cadrent pas avec ce qu'on nous demande. Vous avez même vu dans les réseaux sociaux quelqu'un en train de sortir un communiqué pour dire que il faut payer ceci, il faut payer cela pour les impôts, n'est-ce pas? Alors que la loi dit que tous les documents ne sont pas sont gratuits. Article 296. Bon, alors, quand vous voyez ce genre d'attitude, qu'est-ce que vous vous dites? Vous vous dites que ça a mal commencé. Ça a mal commencé parce que quelqu'un a déjà sorti un communiqué pour dire venez payer les taxes foncières, venez payer ci, venez payer ceci ou cela. Ce n'est pas possible, ça ne se fait pas. La loi ne le permet déjà pas. Donc quand on viole la loi comme ça, on doit rester tranquille, croiser les bras. Non, ce sont des difficultés qu'on commence à nous mettre. Parce que, après cela, pour sortir ces papiers-là, je ne vous dis pas quelles sont les acrobaties qu'il faudra faire. Donc, vous voyez, on commence déjà à freiner. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que ceux qui signent ces papiers-là soient responsables. Parce que les responsabilités qu'ils prennent en disant des choses qui sont contre la loi, n'est-ce pas, les engagent. Et il faut le leur dire. Soyons calmes. Le pays n'a pas besoin de secousses. Il faut que les citoyens et les électeurs s'expriment sans problème, n'est-ce pas, sans qu'il y ait des achats de conscience, sans qu'il y ait des contorsions. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Professeur Edmond Biloin, vous venez de suivre le président Cyril Sambaka. Il pense, grosso modo, que ce qui a, entre guillemets, marché pour la présidentielle ne passera pas pour les élections locales. Ils sont regardants, ils vont contrôler leur vote. Oui, la présidentielle est différente des élections locales. Oui. La présidentielle, c'est une circonscription unique. Alors que les élections locales, les circonscriptions sont divisées, bien localisées, à des endroits précis. Et donc, tout le monde sait que les élections locales sont souvent extrêmement difficiles, extrêmement disputées. Quand on a vu la dernière présidentielle, on s'attend à ce que les élections locales soient très, très disputées. C'est évident. C'est évident. Bon, maintenant, c'est une bonne chose que les panélistes ici soient tous représentés à l'Assemblée nationale. Le MRC a le député Lazare Sop, l'UDC a ses députés à l'Assemblée nationale. Et donc, le gouvernement, l'exécutif, aurait pu aider à revoir le code électoral,
Mais le Parlement a aussi un rôle à jouer. Donc, ce n'est pas l'exécutif qui est responsable de tout. S'il faut que le code électoral soit revu de manière consensuelle, c'est évident qu'on ne peut pas le faire sans le Parlement, c'est-à-dire sans l'Assemblée nationale et sans le Sénat. Et donc, l'inhabilité à revoir le code électoral peut donc incomber aussi bien à l'exécutif qu'au législatif. Donc, professeur... Et les Camerounais eux-mêmes, les citoyens camerounais eux-mêmes, est-ce qu'ils ont suffisamment demandé la révision du code électoral? Professeur Bilois... Et donc, c'est pour dire que, Serge, il ne faut pas croire que l'exécutif est le seul coupable de ce qui se passe. Tout le monde est concerné, aussi bien les citoyens camerounais, aussi bien les parlementaires que l'exécutif. Okay. Donc, pour qu'il y ait consensus, il faut que tout le monde s'accorde. Maintenant, l'exécutif, en ce qui concerne l'organisation de l'élection électorale, la loi fondamentale reconnaît ça à l'exécutif. C'est à l'exécutif de convoquer le corps électoral. Le président de la République a donc pris sur lui de convoquer le corps électoral. C'est un choix qu'il a fait. Il y a des problèmes, certes, mais imaginez un peu s'il n'avait pas convoqué le corps électoral. Qu'est-ce qui se serait passé? On aurait dit, bon voilà, comme le parti dont il est le président national a la majorité partout, il n'est pas pressé de convoquer le corps électoral. Dans tous les cas, en ce qui concerne les conseillers municipaux, il aurait convoqué le corps électoral, même à son corps défendant. Peut-être que pour les députés, il aurait pu encore proroger, mais il ne pouvait pas proroger, aller de prorogation à prorogation. Et donc, je pense que malgré tous les problèmes objectifs soulevés par les panélistes, la moindre des choses à faire, c'était de convoquer le corps électoral. Parce que s'il n'avait pas convoqué le corps électoral, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Maintenant, en ce qui concerne la révision du code électoral, justement, je vous pose le une question. Le code électoral est dynamique comme la société qu'il a produite. Donc forcément, un jour, on va le réviser. Voilà, justement, professeur Bilois, vous dites que il revient aussi au Parlement de faire quelque chose. Le sultan Ibrahim Bombonjoua est au Sénat. Oui. Voilà. Est-ce qu'il ne devrait pas se limiter à sa sortie du 31 au début du dialogue national? Oui, il devrait porter cette voix au Parlement. Est-ce qu'il a proposé un projet de loi ayant pour objectif de réviser le code électoral? Il a dit dans un discours. Il a déclamé un discours dans une structure qui n'a pas qualité pour réviser le code électoral. Donc il a émis le vœu que le code électoral soit revu, que la loi fondamentale, la constitution soit revue. Mais maintenant, il aurait pu, en tant que l'un des membres influents du Sénat, demander que le code électoral soit revu et corrigé au Sénat. Et donc, les Camerounais ne peuvent pas se cacher derrière ne peuvent pas éviter d'assumer leurs responsabilités en disant que c'est le président de la République qui doit tout faire. Chacun doit jouer son rôle. Je suis convaincu du fait que nos parlementaires n'ont pas souvent les moyens techniques qu'il leur faut pour proposer des lois. Parce qu'ailleurs, chaque parlementaire a un cabinet qui est pris en charge par la République. Nos parlementaires seuls ne peuvent pas faire ce type de travail. Il leur faut des cabinets spécialisés à la charge de la République pour faire ce type de travail. Donc, à la décharge des parlementaires, il faudrait qu'on leur donne les moyens de pouvoir exercer leurs fonctions. Ok. Oui. Docteur Luzin Soba. Oui, je voudrais réagir très rapidement au propos tout à l'heure de Maître Fidèle, un ami, pour lui dire que si cette crise dure 10 ans, cela veut dire qu'on n'organisera jamais les élections. Voilà, là, j'ai duré 3 ans. C'est-à-dire que l'État a mis tous les moyens possibles pour amener la paix, mais ça ne va toujours pas. Cela veut dire que s'il faut attendre
que cette crise soit totalement résolue pour lancer les élections, on va y attendre 10 ans. Et ce sont les premiers qui vont dire, OK, le président n'est pas démocrate parce qu'il n'a pas convoqué le corps électoral. Je vais vous indiquer une chose, monsieur le corps électoral est une loi. Et la loi est l'expression de la force entre les acteurs politiques. Je vais vous faire une confidence. Par exemple, à l'ENAM, on dit la loi est l'expression de la volonté gouvernementale. Or, ce qui trahit la définition que nous nous enseignons de manière pratique à nos étudiants à l'université, que la loi est l'expression de la volonté générale, à condition qu'elle respecte la Constitution. Alors, c'est donc pour dire quoi? C'est donc pour dire que le président, par la convocation du corps électoral, j'entrevois autre chose. Il est en train de régler en partie la crise anglophone. Tous ces sécessionnistes, ces ambazoniers qui sont dans les bourses, c'est donc l'occasion de sortir, de venir briguer des postes. Je crois que même dans le MSC, le président a annoncé des candidatures libres. Je ne sais pas, M. Domicile. Il a dit tout, même ceux qui n'ont pas la carte bâtie peuvent venir juguler un poste. Donc cela veut dire que c'est l'occasion. Donc, les sécessionnistes, leur problème, c'est venir. Mais oui, qu'ils sortent donc, oui. Écoutez, parce que. Les sécessions. Non, les sécessionnistes doivent donc comprendre que voilà l'occasion plus que jamais de sortir de la bourse, de venir battre campagne et de prendre des postes pour non assurer la gestion de leurs affaires locales. Parce que là, il faut levons le curseur à ce niveau. Parce qu'en réalité, la question de la crise aujourd'hui anglophone est liée au fonctionnement de l'État. Certes, le problème de l'insécurité ne peut pas permettre un bon processus de votation. On y convient. Mais j'indique que dans la logique actuelle du fonctionnement de l'État, si l'on ne convoque pas le corps électoral, on aura comme un problème de dysfonctionnement de nos institutions. Parce qu'à chacune des années, d'ailleurs le désordre est parti de ce que, dans la hiérarchie des élections, vous avez d'abord en bas les élections municipales. Après les élections municipales, vous avez les élections régionales. Et après les régionales, vous avez les élections sénatoriales parce que les 70 sénateurs sont indirectement élus par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Après les élections sénatoriales, vous avez donc, surtout l'élection présidentielle. Et la dernière élection qui conditionne tout ça, ce sont les élections législatives. Parce que après que le président soit élu, il faudrait qu'il se rassure qu'il a une majorité au sein du Parlement qui puisse lui permettre justement de lui donner les moyens de pouvoir gouverner l'État du Cameroun. Donc moi, j'estime, à mon humble avis, que le code électoral, nous tous, on l'a dit, on peut prendre point par point, étape par étape de ce code, on le remettra. Par exemple, regardez aujourd'hui les résultats. À l'élection présidentielle, nous avons vu ici au Nigeria, l'élection est finie à 18h, à 20h, on avait les résultats. Pourquoi ce n'est-il pas possible au Cameroun? Or, nous sommes moins nombreux que les Nigériens. Donc voilà les choses que nous pouvons quand même capitaliser pour essayer de rendre notre code électoral plus attractif, plus modernisé. Donc moi je pense que le président a bien fait de convoquer le corps électoral, quitte aux partis politiques maintenant de s'organiser sur le terrain, de rassembler leurs militants et de chercher à engager des sièges, autant sur le Parlement qu'au niveau des conseillers municipaux. Oui, je pense qu'il faut apporter des petites clarifications pour qu'on se comprenne bien. Nous n'avons pas dit ici que le président de la République a eu tort de convoquer le corps électoral. Peut-être pas vous, Gaffé. Non, c'est la loi. Mais moi, je dis qu'il a eu tort. Voilà, je veux défendre. Je veux défendre ma position. On reconnaît que la loi lui permettait cela. Je pense que ce que nous avons dit, c'est qu'au vu des dysfonctionnements des élections antérieures, le chef de l'État a eu tout le temps, des années et des années, pour retoiletter ce code électoral. Ne venant pas, l'opposition camerounaise s'est retrouvée plusieurs fois avec la société civile. On a un code alternatif. Vous comprenez? Donc c'est la volonté de changer qui n'existe pas. C'est exact. Ce n'est pas le problème de la loi, parce que nous avons eu plus de 6 ans pour le faire. Donc il ne faut pas dire qu'il n'avait pas le temps de le faire. Je ne vous coupe pas. Bon. Regardez, même le code électoral, si elle est l'expression des revendications
des partis politiques. S'agissant Voilà, donc, on peut pas dire que- des propositions docteur de Luson, loi. le code ne va pas être statique. S'agissant des Le professeur l'a propositions de relevé tout à loi. l'heure. Non, Ça il doit est être dynamique. S'agissant des propositions de loi, quel est le parti qui ne l'a pas fait à l'Assemblée nationale? Ça n'a pas prospéré parce que nous sommes minoritaires, tout simplement. Il faut le dire, parce que quand vous parlez comme ça, on a l'impression que vous avez affaire à des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Les partis politiques sont construits, ils ont des programmes. Quand ça ne va pas, on met des propositions de loi qui sont tout de suite rejetées. Donc, Alors, ça, non, juste un mot. Je ne l'ai jamais fait. Oui. En indiquant que, je dis, quand on définit la démocratie, on dit c'est la dictature de la majorité sur la minorité. sous le Non. contrôle de l'opposition Non. et l'arbitrage du peuple. Non. Voilà, non. ça veut dire que ça, Non, moi je suis. Non, enseignez Écoutez, ça à ce n'est pas un vos enseignement, ce n'est étudiants. pas un Mais enseignement. entendons-nous de manière consensuelle sur ce qui va nous unir, ce qui va nous permettre d'avancer. Ok. Vous pensez que vous restez seul, vous faites un code électoral comme vous voulez, et puis nous on vient s'aligner, et vous dites que c'est la loi, c'est normal. Non, il faut que ce soit consensuel. Ok. Il faut qu'on On soit va- d'accord sur les règles Voilà. du jeu. Vous Ok. ne pouvez pas être acteur partie prenante et ne pas être d'accord sur... C'est ce qu'on reproche à ce pouvoir. Ok. Maître Fidèle Djoubissi. Oui, je voudrais répondre à Dr Luson tout à l'heure pour dire que si le président de la République n'avait pas cette contrainte insurmontable de reporter les élections pour que le nord-ouest et le sud-ouest soient pacifiés. La contrainte n'était pas insurmontable parce que vous qui êtes constitutionnaliste, vous savez que dans la Constitution, on dit qu'en cas de crise, quand il y a des crises, cas de crise grave, le président de la République peut Article prendre 14. des décisions. Oui. Donc, il était Article possible... 14 alinéa 5. C'est la exact. Il Constitution. était possible que le président de la République attende même la session du mois de novembre pour commencer même à mettre en œuvre les propositions qui ont été formulées au grand dialogue, comme le président Sambaka l'a relevé tout à l'heure. Ça dit, souvenez-vous, au grand dialogue, il y a eu la commission de retour des déplacés et des réfugiés. Ok. On se serait attendu à ce qu'on ait au moins un début de retour des réfugiés et des déplacés pour qu'il y ait élection. Bon, nous posons la question maintenant, le 9 février, qui sont ceux qui vont voter dans cette circonscription alors qu'ils sont déplacés et réfugiés? Voilà. Répondons au professeur Je vous Binois. en prie, on revient. Oui, C'est non, l'heure je du réponds journal. d'abord au professeur Non, Binois. non, Vous n'êtes pas- je vous en prie. Je vais vous passer la parole après le journal. Cédric Guiledje est là. Bonsoir Cédric Noufélé. Dans un instant, le 21h. Au menu ce soir, Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, vous suivrez les propos du chef de l'État. Il était l'un des intervenants dans un panel dans le cadre du Forum de Paris sur la paix et la sécurité. Le président de la République a reconnu la complexité de la question anglophone et a témoigné sa volonté politique d'octroyer un statut spécial à ces deux régions. Ces propos n'ont pas rassuré les parlementaires SDF. Vous verrez dans ce journal comment ils ont boycotté la session parlementaire, du moins l'ouverture de cette session parlementaire du mois de novembre 2019. Pendant ce temps, ELECAM prend des dispositions spéciales pour le dépôt des dossiers de candidature pour la législative et municipale dans les régions anglophones. Et à ce propos, au regard de la crise dans ces régions, il y a 50 personnalités de renommée internationale, acteurs de la société civile, avocats des droits de l'homme, qui ont interpellé la France sur le rôle qu'elle peut jouer pour encourager le gouvernement camerounais à aller vers des pourparlers sur la médiation suisse. Vous suivrez la teneur de la lettre ouverte adressée au président Macron dans le journal de 20h. Et nous ferons le point sur ce grave incendie survenu au marché Mbopi, dans la capitale économique du Cameroun, à quelques semaines des fêtes de fin d'année. C'est un véritable drame pour les commerçants. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Comment en est-on arrivé là? Nous ferons le point dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, fin donc de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal, le 20h, qui vous sera présenté par Cédric Noufélé.
Si vous nous rejoignez à l'instant, madame, monsieur, c'est Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités, le professeur Edmond Biloa, il est là, docteur Louison Essomba, maître Fidel Djoubissi et Cyril Sambaka. Je commence par vous, professeur Edmond Biloa. On a vu le président très embarrassé aujourd'hui. Oui, je ne sais pas si le président avait été bien briefé au sujet du format de la table ronde. Oui. Parce que je crois que le président, lui, s'était préparé à délivrer un discours, voilà, alors que Mo Ibrahim attendait de lui qu'il s'exprime en 2 minutes. Voilà. Donc je pense, il a dit à plusieurs reprises, il doit tout minutes. Oui, donc je pense que peut-être que le président n'avait pas été informé, n'avait pas été suffisamment informé au sujet du format de la table ronde. Donc, et puis, la secrétaire générale de l'OIF a dû transmettre au président de la République du Cameroun ce que disait Mo Ibrahim. Donc je pense qu'il y avait un problème de communication entre les deux. Voilà. Vous voulez réagir? Parce que on sait quand même que le Cameroun, c'est un pays bilingue. Hein. Oui, je voulais réagir. J'avais un temps de parole avant qu'on... Non, on va revenir. C'est d'abord le débrief. Oui, d'abord sur la question, le président du je Forum pense, de Paris. Je pense que le président de la République a démontré qu'il est un homme du passé. Comment ça? Oui, il est un homme du passé parce qu'il ne peut pas... je ne pense pas que le professeur Biloa ait raison de dire qu'on ne l'avait pas briefé. Même même si on n'a pas préparé, qu'on n'a pas briefé, et qu'on est un homme vif qui est le président de la République du Cameroun, censé connaître tous les problèmes du Cameroun, il ne devrait pas se limiter à lire le discours qu'il avait préparé. Il devait faire une synthèse orale en 2 minutes. Et c'est justement pourquoi le professeur Biloa dit qu'il n'a pas été... Oui, même s'il n'a pas été préparé, et lorsqu'on lui dit que c'est délivrer un discours. Oui, il devrait mettre son discours de côté et s'exprimer verbalement en 2 minutes. S'il est vraiment au parfum des questions qu'il traite. Et c'est pour ça que je dis que c'est un homme du passé. C'est un homme du passé. Si c'était quelqu'un qui est vraiment chef d'État, qui est vif, qui est toujours prêt à répondre, il pouvait le faire. C'est pour ça que nous disons souvent qu'il devrait prendre sa retraite. Mais il n'est plus l'homme du président. Il a répondu aux questions de Mo Ibrahim. Non, il s'est mis à lire le discours. Alors, il pouvait déposer le discours à côté et s'exprimer de façon orale et de manière synthétisée. Finalement, il a fait. Il s'est exprimé sans plus lire le discours à la fin. Donc, le président... Non, il a commencé par lire le discours. On l'a interrompu le président Paul Biya peut tenir... On l'a interrompu 2 fois pour qu'il laisse son discours. Il peut tenir une conversation... Sans bord, il ne peut plus. Non, il peut tenir une conversation sans lire un document. Ok. Cyril Sambaka, sur l'aide, on va l'appeler comme ça, la secrétaire générale de l'OIF, a dit que le président de la République du Cameroun, nous sommes quand même un pays bilingue. Ça suppose quand même. Non, je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Hein. Il ne faut pas dramatiser. Vous avez vu les écouteurs là? Oui. C'est pour les traductions. Oui. C'est pour les traductions, mais le chef de l'État... Mais pourquoi donc faire appel ça tombait tout le temps, oui. Parce que peut-être, vous savez, c'est pas tout le monde qui sait les fixer. Les jeunes le savent, les moins jeunes encore moins. Donc, je pense que la traduction, il ne l'a pas suivi. Hein? Parce que c'est tombé, parce que, bon, il n'a pas prêté attention. Et puis, c'est un exercice il faut s'accommoder à cela. Hein? Vous savez comment est-ce que le chef de l'État camerounais est pris ici au Cameroun? Il n'est pas dans la modernité, ça c'est vrai. C'est l'homme du passé. Ça c'est vrai. Mais en ce qui concerne l'aide, c'est comme moi je peux demander à Maître qu'est-ce qu'il a dit, hein, parce que j'ai été un peu distrait. Donc, mais il faut penser, il faut voir qu'au-delà du fait qu'il y a eu ce dysfonctionnement au départ, par la suite, il l'a fait. Moi, je pensais qu'on allait lui reprocher de dire que nous étions colonisés par les Français et les Anglais. Bon, protectorat, colonisation, tout ça, c'est la même chose. On était sous mandat, sous tutelle par la suite. On a été un protectorat, un Schutzgebiet, un protectorat allemand. Docteur Louison Essomba, sur cette sortie de président, pour le professeur Biloa, il pense que le président n'a pas été suffisamment briefé là-dessus.
Oui, je pense que moi, sur l'exercice qu'il attendait. Oui, moi, j'ai vu un président qui a quand même émis des efforts de s'exprimer à la fois à la langue de Shakespeare et à la langue de Molière. Oui. Ça, il faut déjà mettre cela à son actif. C'est vrai que tous les Camerounais qui ont regardé cette image comprennent quand même qu'il y a un problème de fond qui est celui de la communication. Oui. Parce que vous avez vu à tout moment, il demandait est-ce que vous m'avez suivi. Ça veut donc dire qu'en réalité, il y avait un problème. Et aussi que ce micro, le président avait l'impression qu'il s'exprimait et que le micro ne passait pas. Donc moi, je pense pour ma part que ne mettons pas ça sous... comment dire, il ne faut pas davantage dramatiser. Le président de la République, par la suite, on a vu, il a répondu aux questions de manière sereine. Donc, pour ma part, je trouve qu'il a fait beaucoup d'efforts. Je n'avais même jamais su que le président pouvait autant s'exprimer en anglais. Donc, tout cela à mettre à son actif. Voilà, on revient donc à la situation à Yaoundé aujourd'hui. Professeur Bilo, vous qui connaissez bien cette ville, est-ce que l'autorité administrative là-bas a eu raison d'interdire l'accès au centre-ville aux conducteurs de moto? Oui, c'est-à-dire que quand je compare Douala à Yaoundé, ici à Douala, je vous assure, j'ai beaucoup de mal à circuler. Parce que je ne suis pas habitué à avoir tant de motos sur la route. Ils vous dépassent à droite, ils vous dépassent à gauche. Parfois, ils viennent en sens contraire. Et donc, vous êtes tellement stressé. Bon, donc, je crois que beaucoup de Camerounais ne souhaiteraient pas que ça arrive à Yaoundé. Parce que Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Il y a tellement de diplomates. Donc, ce qu'on est en train de faire à Yaoundé, on aurait dû le faire à Douala. Je pense que mon frère Okalia, qui est gouverneur au sud-ouest, s'est battu ici quand il était préfet du Vouri. Il s'est tellement battu. Et je pense que finalement, il n'a pas pu régler le problème. Donc, en réalité, c'est parce qu'on a laissé faire au départ que maintenant, c'est difficile de régler le problème. Donc Yaoundé n'a pas envie de laisser faire. Non, Yaoundé ne veut même pas que ça commence. Je vous dis que si vous interviewez les habitants de Yaoundé, ils vous diront tous qu'ils ne souhaiteraient pas que le désordre s'installe à Yaoundé. Douala, c'est le désordre. Écoutez, Douala, c'est difficile à vivre ici. C'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Hier... non, ce matin, j'étais sur un plateau de radio avec un maire SDF de Douala. Il est Douala 3e maire adjoint à Douala 5e. Oui. Et il me disait que... Carlos Ngoualem, c'est son nom. Il me disait que, justement, la plupart des agressions à Douala sont les faits des mototaximens. Oui, c'est-à-dire que quand vous vous promenez dans la nuit, les gars arrivent en moto... Eh bien, ils arrachent le sac d'une femme. Et récemment, deux mototaximens sont arrivés sur la moto. Ils filaient quelqu'un qui était sorti de la banque. Ils ont tiré sur les roues de la voiture. La voiture s'est arrêtée. On dévalisé le conducteur de la voiture. C'est-à-dire, on pris l'argent qu'il avait qui venait de retirer de la banque. Donc, je pense que il ne faudrait pas qu'on politise ce problème. Il faudrait qu'on essaye de trouver une solution qui sied à tout le monde. Il faut réglementer la vie des mototaximens. Parce que si on ne le fait pas, mais écoutez, quand la population va croître, quand il y aura une augmentation exponentielle de la population, qu'est-ce qui va arriver? Je pense que les autorités administratives de Yaoundé sont sur le bon chemin. Maître Fidèle Djoubissi. Oui, moi je pense que tout cela arrive à cause de la mauvaise gestion du régime, c'est-à-dire pas de politique publique concrète et sérieuse de transport en milieu urbain, et également à cause d'un... Donc c'est parce qu'il y a un vide. On a connu la sortie qu'à l'époque, tout ça n'existe plus. S'il y avait une politique publique sérieuse de transport urbain, les Camerounais ne devraient pas recourir aux motos parce qu'on connaît les risques auxquels ils sont exposés. Parce qu'on a vu des accidents graves, on a vu des gens qui ont eu des jambes amputées parce que à cause des accidents de moto. Donc, les Camerounais ne prennent pas les motos à cœur joie.
c'est parce qu'il n'y a pas de solution alternative, parce que le régime en place, le gouvernement, l'administration, les pouvoirs publics n'ont pas organisé le transport urbain comme cela se devait. Autrefois, nous avions la SOTUC, où on payait 50 francs d'un point à l'autre de la ville. Mais aujourd'hui... Il y a des gens maîtres qui vont vous dire que là vous êtes un homme du passé aussi. Hein? Non, c'est pas. Je suis pas un homme du passé. Moi, je suis un homme du présent et je pense que si les pouvoirs publics avaient pris en compte l'évolution, la croissance de la population, comme disait le prof tout à l'heure. Mais il y a le secteur privé qui a pris ça. On a au niveau de Douala, il y a aussi Yaoundé qui a pris le transport urbain. Non, le transport urbain, c'est un domaine d'activité qui doit être organisé par les pouvoirs publics. Oui. C'est pas une affaire seulement du privé. Et même si le privé doit intervenir, il faut qu'il y ait un cadre et qu'il y ait même de la subvention pour que cela soit fait normalement. Et aujourd'hui, le privé le fait déjà, c'est-à-dire par les taxis et autres. Et vous voyez qu'avec les taxis, c'est pas toujours suffisant. Il faut le transport collectif urbain. Okay. Et je pense qu'à Yaoundé, on a tenté avec une agence qu'on a appelée le bus. Et finalement, ça n'a rien donné. Ça veut dire que les pouvoirs publics, le régime actuel, est incapable de régler le problème du transport urbain. Et une autre cause, c'est le chômage massif des jeunes. Et maintenant, ça commence à exploser. Vous avez entendu les jeunes qui ont dit qu'ils font ça tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Okay. Et ce régime n'a pas travaillé suffisamment pour que les jeunes qui sortent de l'école trouvent des emplois décents. Siri Sambaka, vous disiez que c'est dangereux, hein? Oui, je disais que c'est dangereux et en même temps, je dis on a démonté tous les rails qui traversaient la ville de Douala. Vous voulez le tramway? On aurait pu mettre un tramway, les rails étaient déjà là. Vous voyez, ça part de Noubel partout là-bas, ça allait jusqu'à Bonanjo. On a démonté pour vendre à la casse. Hein? Ça aussi, c'est ne pas projeter l'avenir, parce qu'aujourd'hui, ça nous rattrape. Maintenant, imaginez qu'on arrête ce travail de Ben Skinner là. Ces gars-là, vous voyez leur nombre, ils sont comme des fourmis. Ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'autorité n'a pas interdit l'accès au centre-ville. Certains points de la ville. Un peu comme ici à Douala, interdit Bonanjo, Bonapriso, Bali, Daido. Et vous voyez que ça, il continue à passer. Parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut vivre. Oui. Donc, quelle est l'alternative, n'est-ce pas, qu'on a construit pour que ce métier, n'est-ce pas, quitte? Parce que si on met même les tramways, hein, ces gars-là, ils sont plus nombreux que ceux qui, parfois, on se dit, sont même plus nombreux que la moitié des citoyens. Donc, il va se poser un problème. Eux, ils n'auront pas de travail. Ils ne pourront pas plus transporter les gens. Donc, ils vont rester faire le banditisme. Ils vont accuser des gens de tous les maux. Et ceux qui travaillent vont souffrir. Parce que, parfois, eux, ils n'ont rien à faire. Donc, par le passé, on les a utilisés comme ça. C'est le gouvernement même qui les a utilisés d'abord. Ensuite, c'est les partis au pouvoir. Vous savez qu'il y a des éminents membres du parti au pouvoir qui avaient fait venir des motos et des motos pour les distribuer afin que, ben voilà les conséquences. C'est pour ça que nous sommes dans un pays où il faut absolument que le pouvoir central vraiment déleste quelque chose pour que les communes puissent travailler. Nous avons trop de problèmes parce que les maires ne valent rien. Regardez, il y a eu des problèmes à Noubel. C'est l'autorité administrative qui est venue. Alors que ces populations ont élu un maire, un exécutif communal. Mais pourquoi on ne laisse pas les maires travailler? C'est eux qui ont été élus. Quand ça ne va pas, ils appellent les autorités administratives. Mais ici, le maire est à côté, c'est l'autorité administrative qui fait tout. Et puis on dit, eh bien, on va aller aux élections municipales. Ce maire-là, si c'est pour signer les actes de décès, de mariage et de naissance, alors nous n'avons pas de commune de développement. Or, si nous n'avons pas de commune de développement, nous n'avons que des chômeurs comme ça, qui vont se débrouiller avec les motos et certains vont agresser les gens et ça va aller crescendo. Et dois-je rappeler, vous allez dire que Maître Noubissi et moi, on est des nostalgiques. Mais nous, quand on était jeunes, on allait dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas? On rentrait à pied à la maison.
On n'avait pas besoin de... Aujourd'hui, qui peut aller d'un point à un autre sans prendre un taxi ou autre? Ben, on va t'agresser. Alors qu'à cette époque-là, on rentrait à 3h, 4h du matin, on marchait à pied pour rentrer à la maison. Okay. Et il faut ajouter que quand on fait le transport urbain aujourd'hui en ville avec les motos, on a plutôt régressé. Oui, ce n'est pas, il ne faut pas dire que nous sommes des hommes du passé quand nous parlons du bus, parce que quand le transport urbain se fait en ville avec le bus, c'est la modernité, et encore plus avec le tramway. Et je me souviens que lors de l'élection présidentielle de 2011, le candidat du RDPC avait annoncé les tramways à Douala et à Yaoundé. Il ne savait pas qu'on a enlevé les rails, on a vendu à la casse. Ok. Docteur Luzon Issomba, à suivre, Maître Fidèle Djoumissi parle de l'échec politique public de transport urbain. Oui, peut-être on peut en partie lui donner raison, parce que nous sommes justement dans un échec de politique publique de développement. Je voulais aussi partir d'une digression. Moi, je connais quelqu'un, quand il arrive à Douala, il se gare à Yassa, il prend la moto. Parce qu'estime-t-il, il ne peut pas conduire dans la ville de Douala. Et tout cela, cela explique quoi, monsieur Serge Tour? Nous sommes aujourd'hui dans un véritable choc de pauvreté face à la richesse. Vous voyez aujourd'hui, moi je vais prendre le côté des faibles. Écoutez, ces mototaximens là aujourd'hui, si on dit qu'ils ne mènent plus ces activités, ils feront quoi? Moi, je connais mon camarade. Quand nous avons été pris en 2 ans. On ne demande pas d'arrêter. On dit l'accès à certains points de la ville. Oui, non, je reviens. Moi, je connais un camarade qui a une maîtrise, qui fait la moto. Imaginez-vous, lui, il n'a pas pu continuer, mais il fait une moto, il nourrit une famille. On va donc les ranger où? Aujourd'hui, le problème, quand on parle de problème de politique publique de développement, mais ça s'explique. Regardez aujourd'hui toutes nos routes. Il n'y a plus une route viable et fiable à Douala. Vous allez aller en face du parcours vite, on va vous dire non. Il y a le choc entre le délégué du gouvernement et le maire de Douala 5e qui estime que c'est un domaine propre ou réservé au délégué du gouvernement. Le maire dit non, c'est le délégué du gouvernement qui doit le faire. Le délégué renvoie la pierre au maire. Finalement, ce sont les populations qui souffrent, monsieur Serge Tour. Quand vous allez de ce côté-là, vous avez pratiquement 1 heure pour traverser. Donc, moi, je pense pour ma part qu'en réalité, j'encourage plutôt la tolérance, de l'intolérance administrative, parce que le préfet fera comment? Le gouverneur va faire comment? On a vu, des notes d'interdiction ont été prises, je crois, sous Fayengo Francis et sous bien d'autres, qui interdisent l'entrée, par exemple, des motos à Bonanjo. Mais allez-y à Bonanjo, aujourd'hui, vous allez retrouver les motos qui y entrent. Ça s'explique aussi parce qu'à partir de 23h à Bonanjo, il n'est plus possible d'avoir facilement un taxi. Donc les motos ont ceci de particulier qu'elles peuvent entrer dans des zones de dernier retranchement et vous déposer. Mais ce qu'on regrette tout simplement dans cette activité de mototaximens, c'est que beaucoup se sont transformés en agresseurs. Vous avez vu à l'université, il y a la semaine dernière, ils sont entrés au campus 2, ils ont agressé les étudiants, ils ont pris leur téléphone portable et au sortir de là, ils ont pris une moto pour s'enfuir. C'est la raison pour laquelle la première mesure préventive qu'a prise monsieur le recteur, le professeur Magoula Ondoa, c'était d'interdire l'accès des motos au sein du campus 2. Ah, lui aussi? Oui, il l'a fait parce que en fait, quand ils ont dépouillé les étudiants de leurs petits biens précieux, la première chose qu'ils ont prise pour s'enfuir, c'était des motos. Donc cela veut dire qu'il y a eu des complicités dans ces actions. Donc nous pensons que les pouvoirs publics doivent s'arranger à mettre à la disposition du peuple, ne serait-ce que les routes pour les facilités de déplacement et de mobilité. C'est ce qu'on leur demande. Ok. Pas plus. On va sortir, 3 jours sans énergie électrique à Douala, et le ministre de Sang. C'est lui qui est venu rétablir le courant, c'est lui Sambaka. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Quoi? Qu'est-ce qui fait mal? Ça commence à être récurrent. On voit un ministre à l'entrée de Douala en train de poser des questions aux Chinois. On voit l'autre en train de distribuer des matelas, comme s'il n'y avait pas de gouverneur, de préfet, de sous-préfet. On voit le ministre de l'eau et de l'énergie en train de venir suivre un groupe électrogène, qu'est-ce que vous appelez un transformateur. Non, je pense que le Cameroun mérite mieux, n'est-ce pas? Il faut que chacun puisse faire sa tâche et il faut un peu de générosité quand on travaille. On n'est ministre pas pour faire tout, n'est-ce pas? Partout où il y a les caméras, il faut que ce soit le ministre. Non, le ministre n'est pas fait pour ça.
n'est-ce pas? Il y a des démembrements, mais est-ce que le ministre de l'eau et de l'énergie, qu'est-ce qu'il a à voir avec AES? Il a une représentation. Qu'est-ce qu'il a à voir? Ils ont des représentations, on ne voit pas ces gens. Chaque fois qu'il y a des caméras, il faut que les ministres viennent. C'est pas ça qu'on leur demande. Pour vous, les ministres ne devaient pas être angoissés? Faire quoi? Angoissés? Quand le Premier ministre vient faire la cérémonie, oui. De deuil, oui. Mais les problèmes pratiques, est-ce que c'est le ministre qui doit gérer ça? Avec toutes les catastrophes qu'il y a, il faut donc quitter d'une catastrophe à l'autre, etc., etc. Moi, je pense que vraiment ce one-man show n'a pas lieu d'être. Parce qu'on peut être plus efficace, parce qu'on a des démembrements, on a des représentants. Mais le gouverneur représente le chef de l'État aussi. Le préfet représente le chef de l'État. Le sous-préfet représente le chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Les délégués régionaux, les délégués départementaux, qu'est-ce qu'ils ont à faire finalement? Les délégués d'arrondissement. Si le ministre doit laisser son cabinet à Yaoundé pour parcourir le Cameroun comme un globetrotter, je ne pense pas que ce soit efficace. Moi, je crois que c'est quelque chose de pompeux, n'est-ce pas, qui n'a aucune efficacité. Et il faut savoir que si le gouverneur agit, il agit pour le compte du président de la République. Ok. Voilà, c'est tout. On termine avec vous, on vous a coupé rapidement, on est arrivé au terme de l'émission. Oui, je rappelais au professeur Bilois que il ne faut pas qu'ils utilisent toujours cette pirouette-là qu'ils utilisent pour décharger la responsabilité du président de la République et partager la responsabilité à tous les Camerounais en disant que le président de la République n'était pas le seul à penser aux réformes. C'est lui le seul, parce que c'est lui qui a l'initiative. Il a l'initiative de la loi, c'est-à-dire l'exécutif, le président de la République, et de deux, l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, comme l'a si bien relevé le président Sambaka, il a la majorité au BES et c'est lui le chef du parti. Donc, en tout cas, c'est lui le responsable de ce qui arrive, c'est lui le responsable de l'absence des réformes et de l'inertie en ce qui concerne le système électoral. Merci, maître Fidèle Doumbissi, d'être venu. Merci à vous, président Sambaka. Merci, docteur Luisan Issoba. C'est moi. Merci, prof. Merci Serge de m'avoir invité. Les parlementaires peuvent aussi initier des projets de loi. Mais parlementaires DPC. Proposition de loi. Parlementaires DPC. C'est ça. Parlementaires fait des avant-projets de loi. Et les parlementaires peuvent faire des propositions de loi. Merci Serge. Merci, prof, de rester jusqu'à la fin. Voilà, merci. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette... Nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir, le centre-ville de Yaoundé.